Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de l'Effet Domino et aujourd'hui on est au Muséum d'Histoire Naturelle et on va interviewer une grande herpétologue française, Françoise Serre-Collet. Alors herpétologue, ça veut dire spécialiste des amphibiens et des reptiles. Françoise Serre-Collet est également chargée de missions scientifiques au sein du département Milieu naturel et peuplement aquatique. Merci à vous déjà pour l'interview. Merci à vous de vous intéresser à ces animaux qui sont très aimés de la part du grand public, n'est-ce pas? Je m'appelle Françoise Serre-Collet, je travaille au Muséum national d'histoire naturelle qui se trouve à Paris et j'appartiens au service du patrimoine naturel. L'unité de service qui s'occupe de toute la faune, de toute la flore, de la géologie, de l'archéozoologie, etc. de notre pays, avec donc les dom-toms également. Donc si par exemple vous vous intéressez à une grenouille ou un crapaud ou à une petite fleur, etc., vous tapez sur internet donc le nom de l'animal, par exemple crapaud commun, INPN, Inventaire national du patrimoine naturel, et là vous allez tomber donc sur la page qui correspond donc à l'animal et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'animal vous sera dévoilé sur le site du muséum. Je suis herpétologue, ça veut dire que je suis spécialiste des reptiles et des amphibiens, particulièrement donc de la faune française. L'herpétologie vient du terme herpéton qui en grec signifie ramper. L'herpétologie est la science qui va étudier donc les reptiles et par extension donc les amphibiens, qui là ce serait plutôt la batrachologie qui étudie les amphibiens. Mais bon, l'herpétologie ça englobe à la fois les reptiles et à la fois les amphibiens, alors que ce sont deux groupes zoologiques qui n'ont absolument aucun rapport entre eux. Mais ça date du 19e siècle où on mettait tout dans le même panier. Alors c'est vrai que le crapaud c'était vraiment un animal vraiment mal aimé parce qu'il représentait le mal. Et d'ailleurs, à l'époque, donc au Moyen-Âge, les gens qui trouvaient un crapaud près de leur maison, ils le faisaient disparaître tout de suite. S'ils étaient pris la main dans le sac avec un crapaud, eh ben, ils finissaient sur le bûcher. Et c'était vraiment lui qui représentait le mal avec un grand M, donc le diable, etc., etc. Surtout à l'époque où le bestiaire était franchement très important. Donc c'était vraiment des animaux encore plus mal aimés que les serpents, bien que c'est à peu près pareil. Oui, c'est vrai que c'est mal aimé parce que la plupart des gens pensent que ce sont des animaux qui sont sales. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui pensent que toucher un crapaud, ça va vous donner des boutons, par exemple. Et il est vrai aussi que les crapauds, comme tout amphibien, ce sont des animaux qui sont des venimeux passifs. Ça veut dire qu'ils vont transpirer notamment du venin par la peau. Si vous regardez un crapaud, derrière les yeux, il a deux grosses glandes que l'on appelle des glandes parotoïdes, et ce sont des glandes qui vont fabriquer donc du venin. Mais c'est pas dangereux pour l'homme, surtout pour les espèces françaises. Ça va pas vous envoyer au cimetière, il faut vraiment se rassurer avec ça, et ça donne pas de boutons non plus, donc on se rassure. C'est vraiment des espèces qui vont utiliser ce venin de façon passive, c'est-à-dire que par exemple un chien ou un renard qui va croquer un crapaud, il recommencera pas. Pourquoi? Parce que ce venin va le faire baver, etc. Enfin bref, il va passer un sale quart d'heure. Je dirais le venin, c'est vraiment un produit qui va servir à la défense de l'animal. Le problème de l'humain, c'est qu'on est en train de ficher en l'air complètement notre environnement. Et c'est vrai qu'en France, je dirais les amphibiens sont protégés. Vous n'avez pas le droit de les tuer, vous n'avez pas le droit de les déplacer. Ce sont des espèces protégées. Puis à peu près 1979. Et il est vrai que ce sont des animaux qui ont une sacrée épée de Damoclès au-dessus de la tête, dont les populations se cassent les figures de plus en plus. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû surtout à la destruction des habitats, à la fragmentation des habitats. On comprend bien qu'une mare qui va servir de lieu de reproduction, notamment pour ces espèces, si vous comblez cette mare, eh ben, il n'y a plus d'endroit pour que les animaux viennent se reproduire. Donc du coup, la population qui se reproduit grâce à cette mare, eh ben, elle va disparaître, puisqu'il n'y a plus d'endroit pour se reproduire. Donc c'est surtout la destruction des habitats. L'homme, il empiète de plus en plus sur le territoire, et il y a de moins en moins d'endroits sauvages. Donc bien évidemment, je dirais, c'est dans ces endroits sauvages que les animaux vivent. Et nous, on empiète pour l'agriculture. Vous regardez
l'agriculture intensive, mais c'est une catastrophe. Ça a foutu en l'air les haies, ça a foutu en l'air les mares, je dirais tout ça pour des hectares et des hectares et des hectares de monoculture. Donc c'est vraiment une catastrophe. Tous les écosystèmes ont disparu. Par exemple, à quoi sert une grenouille? Pourquoi protéger un crapaud? Les amphibiens, ce sont vraiment des animaux extraordinaires dans la mesure où ce sont des bio-indicateurs de milieu. Il faut savoir qu'une population de grenouilles, une population de crapauds va être le résultat d'un bon état de santé de votre écosystème, donc de votre forêt, de votre lieu. Donc si vous avez plein d'amphibiens, ça veut dire que le milieu se porte bien. Ce sont des bio-indicateurs de double milieu. Les amphibiens, ils vont se reproduire dans l'eau. À cette base, ils sont bio-indicateurs du milieu aquatique. Une fois qu'ils se sont reproduits, les adultes s'en vont, mais les petits, après, vont se métamorphoser dans l'eau et vont sortir donc, sur le milieu terrestre. Donc, du coup, ils deviennent des bioindicateurs du milieu terrestre. Bioindicateurs aquatiques et terrestres. Déjà, il faut savoir que les amphibiens, ce sont des animaux à température variable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des animaux ectothermes. S'il fait chaud, les amphibiens n'aiment pas trop la chaleur, donc ils vont se planquer, ils vont se mettre dans des endroits frais. Et l'hiver, quand il fait froid, ils vont avoir des zones donc d'hibernation, c'est-à-dire que soit ils vont s'enterrer, soit ils vont se mettre dans des cavités, etc. Et là, ils vont plus bouger pendant tout l'hiver. Toutes les fonctions physiologiques de ces animaux vont pratiquement être à l'arrêt. Je dirais même qu'il y a même des espèces qui vont se congeler complètement. Vous allez faire un tour au Canada, vous avez une grenouille, c'est un bloc de glace. Elle fabrique de l'antigel, ces cellules donc gèlent, mais elle est complètement congelée, quoi, c'est un bloc de glace. Donc l'hiver, ce sont des animaux que vous ne voyez pas parce qu'ils sont en hibernation. Et dès que les jours commencent à se rallonger, et dès que la température commence à remonter, là, ils vont sortir d'hibernation. Et là, le crapaud qui sort d'hibernation, il n'a qu'une seule idée en tête, il ne cherche même pas à manger, c'est aller se reproduire. Donc du coup, il part donc, de sa zone d'hibernation vers sa zone de reproduction. C'est ce que l'on appelle donc des migrations prénuptiales. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir des centaines et des centaines, quand le milieu est vraiment génial, de crapauds qui se dirigent vers les mares, les étangs, etc. pour la reproduction. Et qui malheureusement se font aussi écraser sur les routes. Et certains amphibiens font plusieurs kilomètres pour aller jusqu'à leur mare. Donc vous voyez, certains crapauds, je pense au crapaud calamite par exemple, il peut faire plusieurs kilomètres en marchant, parce que lui il marche. Les autres ils peuvent faire des petits bonds, mais lui il court comme une petite souris, c'est très très rigolo. D'ailleurs c'est mon crapaud préféré. Voilà, c'est lui. Ah oui, d'accord. Donc une fois qu'ils sont arrivés à la mare, c'est génial chez les crapauds, mais vous pouvez y passer la nuit à les regarder. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a une femelle dans le coin, il y a plusieurs mâles qui sont là pour l'attraper, pour lui monter dessus, etc. Il y a plusieurs mâles qui se montent dessus, ils se donnent des coups de patte, etc. Ils font des petits cris, enfin. C'est l'amour avec un grand A, c'est la vie avec un grand V, enfin c'est absolument, c'est génial. Tout ce petit monde-là se retrouve à la mare pour la reproduction et le mâle va monter sur la femelle, va attraper donc la femelle sous les bras. C'est ce que l'on appelle un amplexus. Et quand c'est sous les bras, ça s'appelle un amplexus axillaire. Et donc du coup, ce couple va aller dans l'eau. Et puis à un moment donné, donc la femelle va éjecter par le cloaque des chapelets d'ovocytes. Et le mâle qui est dessus va émettre son sperme, ses spermatozoïdes, sur les ovocytes qui sortent du ventre de la femelle. Et donc la fécondation, elle est externe et dans l'eau. Et après, donc, les œufs sont abandonnés. Une fois que la femelle elle a réussi à éjecter tous ses ovocytes, elle ressort de la mare. Là, elle commence à se dire « je vais manger ». Il peut y avoir moins entre 3000 à 5000 œufs, ça dépend des espèces encore une fois. Mais tous ces œufs-là, ne vont pas éclore. Déjà, et après, tous les têtards ne vont pas arriver à se métamorphoser. C'est ce que l'on appelle la stratégie R, à savoir je fais plein d'œufs
pour avoir une chance d'avoir quelques survivants. Et après, le pourcentage, il dépend de tellement de choses, une synergie de facteurs qui entre en jeu. Il y a surtout une bagarre entre mâles parce qu'il y a plus de mâles que de femelles. Donc la femelle, elle est hyper convoitée, elle est tellement convoitée que ça fait des boules d'orgie sexuelle. Que la sortie d'hibernation, c'est à peu près février-mars. Tout dépend du climat, encore une fois. Ça. Déjà, il ne faut pas qu'il gèle. Et puis, il faut qu'il fasse au-dessus de 5 degrés quand même. 5, 6 degrés, 7 degrés. En dessous de 5 degrés, généralement, ils sont là. Ils sont sortis. Ils attendent. Il y a de la communication. Je dirais, vous avez des mâles, par exemple, qui se montent dessus. Ils font des petits bruits en disant « Hey, oh, moi, je suis un mâle, là. Il faudra peut-être me fiche la paix. » Ou « Ah, bah, je suis une femelle. C'est bon, j'ai plus d'œufs. » Il y a des petits cris qui font qu'il y a comme une communication qui a lieu entre les animaux, communication liée aux phéromones. Alors, c'est pas chez les crapauds. Chez les grenouilles, ça a été montré chez la grenouille rousse, par exemple, où tous les individus se réunissent ensemble au même endroit. Et là, vous allez avoir des milliers d'œufs qui vont être pondus sur cet endroit-là. D'ailleurs, leur nom latin, c'est Rana temporaria. Ça veut dire temporaire, c'est-à-dire je vais à un endroit, on se réunit tous, on fait tous les œufs ici, et après tout le monde part dans la forêt, et puis vous les voyez de façon épisodique. Elles sont dans la forêt, et puis bon, on voit quelques individus quand on fait du terrain, en ce moment, voilà, pour la reproduction. Et puis après, la ponte, elle va gonfler avec l'eau, et donc du coup, vous avez des petits mâles qui n'ont pas trouvé de femelle. Et qui aimeraient bien aussi transmettre leur patrimoine génétique. Tous ces petits mâles-là, ils attrapent la ponte et ils éjectent leur sperme donc sur la ponte qui a déjà été fécondée par le premier mâle. Mais le premier mâle, il n'a pas fécondé forcément tous les ovocytes. Et donc du coup, le deuxième mâle, généralement c'est des petits jeunes, il en profite pour passer quand même quelques spermatozoïdes sur les ovocytes qui n'ont pas été fécondés par le premier mâle. Ce sont des animaux qui sont beaucoup plus touchés par le réchauffement climatique. La grenouille rousse, c'est une espèce qu'on va trouver jusqu'en Scandinavie. Donc c'est vraiment une bête du froid. La Litakusha, c'est vraiment un petit anour qui est absolument extraordinaire. Vous allez à Paris, au cimetière du Père-Lachaise, vous avez des Litakushas. Mais sa reproduction a lieu sur Terre. Il y a besoin d'avoir une mare, mais après, au niveau des têtards, donc au niveau de l'éclosion. Mais entre la reproduction et l'éclosion, tout se passe sur Terre. La plupart des amphibiens, les mâles vont chanter pour appeler les femelles. Ils ont des sacs vocaux, soit sous la gorge, soit sur le côté de la tête, ça fait des bulles de chaque côté. Chez la lythe, vous avez mâle et femelle qui vont chanter et qui vont se répondre. Le chant, ça fait une petite note flûtée, ça fait pou, pou. Et ça ressemble au chant du petit duc. Sauf que le petit duc, c'est un oiseau, donc c'est un petit rapace qui se trouve plutôt dans les arbres, alors que moi, ma bestiole, elle est au ras des pâquerettes. On peut le trouver dans les jardins. C'est vraiment un animal que l'on trouve près de l'homme. C'est une bête qui se reproduit aussi la nuit. Le mâle va attraper la femelle en amplexus, mais tout d'abord au niveau donc des hanches. Amplexus donc lombaire. Et là, avec ses bras, il va masser les flancs de la femelle. Ah, on ne l'appelle pas accoucheur pour rien. Hein. Et donc, du coup, il s'est inséré entre les cuisses de la femelle et avec ses orteils, il va lui chatouiller le cloaque. Alors, est-ce que ce sont des préliminaires ou est-ce que c'est pour la motiver à éjecter sa ponte ? C'est plutôt ce cas-là. Et le mâle, pour pouvoir récupérer la ponte, va ramener ses pattes postérieures de façon à faire une coupe. Et là, la femelle va éjecter toute sa ponte entre les pattes du mâle. Et c'est un chapelet d'œufs. Et quand la ponte va être dans les pattes postérieures du mâle, le mâle va éjecter son sperme pour que la fécondation donc, ait lieu. Une fois que la fécondation a eu lieu, le mâle va utiliser ses pattes postérieures pour les tremper dans cette ponte et pour se tricoter cette ponte au niveau de ses chevilles. Et donc, il va enrouler cette ponte au niveau donc, de ses pattes postérieures. Une fois qu'il a fait ça, il a récupéré la ponte, hop, il s'en va. Il y en a d'autres qui vont
malgré le fait d'avoir déjà une ponte d'une première femelle, vont récupérer une deuxième ponte d'une deuxième femelle. Et ils vont se retrouver avec une centaine d'œufs, donc au niveau donc, des pattes postérieures. De temps en temps, ils vont aller à la mare pour tremper donc, la ponte pour réhumidifier l'ensemble. Et une fois que les petits têtards à l'intérieur donc, des gangs vont commencer à bouger, il va savoir que c'est le moment pour lui d'aller jusqu'à la mare. Et là, il va tremper ses fesses dans l'eau et les petits têtards qui se sont donc développés à l'intérieur des gangs vont fabriquer une sorte de substance corrosive pour bouffer cette membrane et sortir de l'œuf dans le milieu aquatique. C'est excellent quand même. Et ça, ce sont des animaux que l'on a chez nous. Si vous entendez cette petite note flûtée, créez une mare dans votre jardin et surtout n'y mettez pas de poissons. Vous voulez des amphibiens, il ne faut pas de poissons. Poisson, ça bouffe tout. Et ça mange les œufs et que ça mange les têtards. Si vous voulez des amphibiens, créez une mare. Et non, le fait de créer une mare ne va pas attirer les moustiques. Les amphibiens, ce sont des bouffeurs de moustiques. Donc c'est surtout retirer gamelles d'eau pour arroser les plantes. Là, des endroits pour les moustiques. Mais sinon, une mare avec des amphibiens, c'est génial. Pour les alites, ce sont des animaux qu'on trouve surtout dans les murs, avec des infructuosités. Il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs. Ouais, c'est une catastrophe. Parce que les gens nettoient tout, colmatent tous les trous. Donc du coup, vous n'avez plus de lézards des murailles, vous n'avez plus d'alites, vous n'avez plus d'insectes, etc. Pour donner un exemple, quand je partais en vacances et qu'on traversait la France en voiture, on était obligé de s'arrêter pour nettoyer le pare-brise. Parce qu'il y avait énormément d'insectes qui étaient collés sur votre pare-brise. Et nettoyer les phares, etc. Parce que vous voyez plus rien, quoi. Tellement il y avait d'insectes. Maintenant, vous traversez la France, vous vous arrêtez plus pour nettoyer votre pare-brise. Et des grenouilles et des crapauds, j'en voyais très facilement. Maintenant, je retourne dans les endroits où je suis tombée dedans quand j'étais petite. Ça a disparu, il y a même plus le ruisseau, il n'y a même plus le marais. Voilà, tout a disparu. Donc, obligatoirement, les animaux qui vivaient à cet endroit-là, ils ont complètement disparu, quoi. Je dirais, les générations n'ont pas pu se faire. C'est vraiment une catastrophe. D'ailleurs, on n'arrête pas d'alerter en disant que les populations d'oiseaux se cassent la figure, les populations de crapauds et de grenouilles se cassent la figure, les reptiles, je vous en parle même pas. Enfin, les insectes, c'est pareil. Enfin, c'est vraiment partout. Même en Guyane, j'allais en Guyane il y a 30 ans, c'est pareil, je voyais beaucoup plus d'espèces que maintenant. Près des villes, il n'y a presque plus rien, quoi. Mais bon, je pense qu'on en prend conscience, on en parle de plus en plus. Bon, moi, je suis une pessimiste active. Il faut continuer à être le colibri. La solution, c'est de changer nos mentalités. C'est de changer notre façon de vivre. Adhérer aux associations déjà. En adhérant aux associations, vous leur donnez de l'argent. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre de beaucoup de choses. Ça sensibilise les gens. Déjà d'agir en tant que citoyen. Je pense qu'on a quand même un pouvoir, nous, c'est de ne pas acheter. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des pots de Nutella. Ce n'est pas une obligation dans votre vie. Donc il y a l'huile de palme derrière. Vous n'êtes pas obligé de manger de la viande tous les jours. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du plastique. Vous n'êtes pas obligé de prendre du suremballage. Je vais faire mon marché. Mais quand je vais faire mon marché, je vais emmener ma boîte pour avoir mon beurre chez mon fromager. Je vais emmener ma boîte pour avoir mes œufs. Même mon papier d'emballage pour mes fruits et légumes, vous savez, on vous met vos pommes dans un papier. Une fois que vous arrivez chez vous, vous retirez les pommes. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez le papier à la poubelle. Alors que je récupère mon papier, je le plie, je le remets dans mon caddie. Et le jour d'après où je vais au marché, je redonne mon papier aux commerçants. Ça fait moins d'emballage, donc moins de gaspillage, moins de pollution et de l'argent aussi. Parce que ce papier-là, il a été acheté. Il y a plein de petites choses comme ça. Donner des conseils, c'est toujours facile quelque part. J'ai pas un jardin, hein, j'ai vraiment une petite terrasse, mais j'ai un compost. C'est créer des mares, ne tuez pas les animaux, respecter donc l'environnement, laisser un endroit foisonnant au fond de votre jardin. La pelouse bien tondue, c'est une catastrophe pour la nature. Les chats aussi, c'est une catastrophe les chats pour la biodiversité. Je suis désolée, j'ai une petite minette qui s'appelle Pixel, j'adore les chats.
Mais les chats, c'est vraiment un fléau pour les écosystèmes. Déjà, le chat, ça ne fait pas partie de la chaîne alimentaire française, hein. Donc le chat, c'est un animal domestique. Et il y a une étude qui a montré qu'un chat pouvait avoir un impact sur 500 espèces animales sauvages. Il y a 13 millions de chats en France. Ça vous donne juste l'idée de l'impact du chat sur les écosystèmes. Donc, qu'est-ce qu'on préconise? Stériliser vos animaux pour éviter qu'ils aillent faire des bébés un peu partout. Éviter qu'ils sortent, c'est pas toujours évident, je le comprends. Donc, mettez à votre chat un collier anti-étranglement, mais de couleur flashy, histoire que les oiseaux puissent bien le voir. Mettez-lui 1 à 2 clochettes pour qu'il se fasse entendre. Et puis, j'ai aussi quelque chose à dire avec les chiens. Les chiens aussi, c'est un gros problème avec les amphibiens. Vous voyez souvent les maîtres, au printemps, vont balancer un bâton dans la mare, un bâton dans l'étang pour que le chien aille chercher le bâton, ramène le bâton, et puis on rejette le bâton dans la mare ou dans l'étang, et le chien saute dans les pontes et saute dans les herbiers qui sont des supports de pont pour les amphibiens. Il est en train de flinguer complètement le milieu, et en plus de ça, le fait de galoper dans la mare, toute la vase se retrouve en suspension, et après tout ça, ça retombe, et ça retombe sur les pontes. Et du coup, les pontes ne peuvent plus récupérer les rayons du soleil, et ça meurt. Et tout ça pour un jeu. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Ainsi s'achève cette interview. Merci de l'avoir suivie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. J'espère que cela vous permettra d'être encore plus vigilant quant à la préservation de notre faune sauvage. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain reportage. Merci beaucoup.